Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live en direct de la ferme de Paris. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment, dans le cadre de la permaculture, nous pouvons aménager un verger en guilde. Pour nous en parler, Caroline. Bonjour, bienvenue à la ferme de Paris. Donc effectivement, on se retrouve dans le cadre de la programmation en ligne du mois de février à la ferme. On avait décidé de vous parler de la permaculture. La semaine dernière, il y a Enora et William qui vous ont présenté les bases de la forêt nourricière, en vous expliquant comment ça se passait dans cet espace-là. Et puis avec Héloïse et les stagiaires de l'école du Breuil, vous avez pu suivre les aménagements qu'on pouvait faire en forêt nourricière, notamment avec le tressage de bois de cornouiller pour faire des contours de culture. Et cette semaine, on s'intéresse à un nouvel espace de la ferme qui est aussi en permaculture, c'est le verger. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu de la filière arboricole en France au niveau du bio, de la permaculture, où est-ce qu'on en est. Ensuite, on découvrira ce que c'est le verger aujourd'hui à la ferme de Paris. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet sur l'aménagement en guilde du verger en permaculture. Eh bien, c'est parti. Donc déjà, pour la filière arboricole bio en France, je vous laisse répondre dans le chat. Je voudrais que vous me disiez quels sont, selon vous, les fruits qui sont le plus produits en bio en France. Donc voilà, il y en a 4 à vous de trouver. Du coup, en attendant, sur la filière bio en France, ça augmente beaucoup. En fait, depuis 2007, la proportion de vergers bio a plus que doublé. Aujourd'hui, on arrive à presque 20% de la surface arboricole française qui est en bio. C'est surtout dans le sud de la France, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Nouvelle-Occitanie, Aquitaine. Donc voilà, surtout dans le sud de la France où sont ces vergers bio. Il y a des moyens assez simples, visuels en fait, pour savoir si le verger est en bio ou en conventionnel ou permacole. Déjà, vous pouvez regarder la densité des arbres. Est-ce qu'ils sont très serrés ou est-ce qu'ils sont assez éloignés les uns des autres? Souvent, en conventionnel, on a une densité qui peut atteindre parfois 1000 arbres par hectare, alors qu'en bio, on reste sur quelques centaines, 100, 300 arbres par hectare pour qu'ils aient la place de se développer. On peut regarder aussi si les arbres ils ont des tuteurs ou s'ils ne sont pas lissés. Donc le palissage et le tuteurage, c'est quand on accroche les branches des arbres, soit à des tuteurs, soit à des fils, pour guider en fait la manière dont ils vont grandir. Ça permet par exemple pour l'agriculteur que ça soit plus facile de récolter, de tailler. Donc ça, c'est des méthodes qui sont surtout utilisées en conventionnel. On a une première réponse, donc Urziakan qui nous dit pomme, poire, orange et tomate. Alors la pomme, c'est une des réponses, mais les autres non, ne font pas partie des 4 fruits les plus récoltés. Le jeu est ouvert. Donc je vous laisse continuer. Et puis un autre point, c'est la diversité des espèces. Mais ça, souvent en bio et en conventionnel, on a des vergers mono-espèces en fait, donc des vergers que de pommiers, des vergers que de poiriers. Et c'est surtout en fait dans les vergers permacoles où on va privilégier une diversité d'espèces avec à la fois des pommiers, des poiriers, des noyers. Enfin voilà, une diversité dans le verger. L'atelier carbone nous propose l'abricot et la pêche. Alors non plus. Non plus. Et donc pour finir, avant de vous donner la réponse, je voulais revenir rapidement sur les intérêts environnementaux du verger permacole. Déjà, c'est une vraie aide pour la biodiversité, parce qu'en fait, dans un verger permacole, il va y avoir plein de micro-habitats selon l'arbre, s'il y a plus d'ombre, si le sol est plutôt couvert ou pas, ce qui va permettre à beaucoup de biodiversité de trouver l'habitat qui lui convient le plus. On aura aussi un sol de meilleure qualité, parce qu'on va le couvrir, on va lui apporter de la matière organique. Quand les feuilles des arbres vont tomber sur le sol, ça va apporter les nutriments qui étaient remontés par les racines dans l'arbre. Donc voilà, un sol qui est de meilleure qualité. Et puis plein d'autres intérêts environnementaux sur la fixation de l'azote. Enfin voilà, il y a vraiment un verger permacole, c'est vraiment intéressant au niveau de l'environnement. On lui propose la fraise. Non plus. Le kiwi. Non plus. Le citron. Non. La noix. La noix. Oui. Ah oui, la noix en fait partie. Voilà. Pomme et noix pour l'instant. Alors pomme et noix, et on a aussi On va attendre. Hein. Ah, j'attends pour la réponse. Raisin. Non. Voilà, on va continuer. Hein. Ouais. Donc, du coup, on va se diriger... Prune. Non plus la prune. On va se diriger vers le verger pour découvrir un peu comment est le verger pour l'instant à la ferme. Voilà, en sachant qu'on est en période hivernale. Donc j'ai la permission de donner les réponses.
Oui, tu peux maintenant, ouais. Ben, du coup, c'est des fruits auxquels on ne pense pas forcément effectivement, mais le premier fruit en bio, c'est l'olive. Ah ouais, oui. L'olive est beaucoup produite en bio, et puis le deuxième, c'est la châtaigne. Alors, rappelons que c'était la question. Les 4 fruits Les plus produits en bio. en bio en En France. France. Du Donc, coup, c'est la olive, pomme. châtaigne, noix et pomme. La pomme est seulement la quatrième. C'est l'olive la plus produite. Et oui, Quentin, tu as bien répondu, c'est bien l'olive. Donc bravo en tout cas d'avoir trouvé la noix et la pomme déjà, c'était bien. Voilà, donc là on s'approche du verger, donc c'est cet espace-là, à D'ailleurs, l'entrée a été de... aménagé récemment. Voilà, à l'entrée de la ferme. Donc les arbres qu'on voit, qui sont des arbres de haute tige, ils ont été plantés à l'hiver 86-87, donc il y a 30 ans. C'est des arbres de haute tige, c'est-à-dire que c'est des arbres qui sont grands, donc pommiers, poiriers, noyers, cerisiers. Et puis en fait, l'âge de fin de production en agriculture conventionnelle, c'est 30 ans, c'est-à-dire qu'on considère qu'au bout de 30 ans, l'arbre va commencer à moins donner. Donc nous, c'est une gestion qui n'est pas en conventionnel, on respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique sur la ferme, mais du coup on commence quand même à remplacer petit à petit ces arbres-là, pour pas avoir en fait dans 5 ou 10 ans d'un coup tous les arbres à remplacer. Ça nous permet de faire ça progressivement, et du coup que ça soit plus facile aussi pour nous à gérer, et pour le verger que ça soit une transition en douceur. Donc voilà, le but c'est de faire un verger beaucoup plus varié, résilient, permacole, et puis d'en profiter aussi pour mettre des espèces qui vont être des variétés d'arbres qui vont être plus adaptées à la gestion qu'on en fait, à une gestion permacole. C'est-à-dire que là il y a des espèces et des arbres qui avaient été plantés qui ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient plus adaptés à une gestion en agriculture conventionnelle. Par exemple, c'était des arbres où il allait falloir qui étaient sensibles aux ravageurs, donc il aurait fallu beaucoup de traitements. Donc quand vous plantez des arbres chez vous, il faut faire attention à la variété selon la gestion que vous allez en faire. Si vous ne voulez pas beaucoup vous en occuper, les laisser vivre, il faut que vous preniez des variétés rustiques qui vont être très résistantes aux ravageurs, qui ne vont pas se laisser dominer par les autres arbres, pour que ça continue à bien se développer et que vous n'ayez pas trop de problèmes. Quelques exemples d'espèces rustiques? Moi, je ne peux pas vous dire comme ça des variétés, mais je pense que mes collègues pourront vous répondre dans le chat pour des variétés particulièrement adaptées. Donc voilà le verger. Donc je vais vous montrer, j'ai un plan du verger que je vais vous montrer pour qu'on s'y retrouve. Merci. Donc là, on est face au verger, donc on est ici. Donc là, on a la première rangée d'arbres qui est ici. On a donc des cerisiers et puis des pruniers qui sont en train d'être plantés mais qui sont encore tout petits. Ensuite, on a les 2 rangées de pommiers qui sont là. Et puis ensuite, on a 2 poiriers et un noyer tout au fond. Et là, tous ces arbres-là, c'est des arbres qu'on est en train de planter, des hauts fruitiers. Donc il y a des pruniers, des abricotiers, un arbre à miel, et puis quelques pommiers et poiriers de nouveau. Et puis on voit au sol qu'il y a une couche bien épaisse. Vous voyez la différence entre le sol ici et le sol là. Enfin, il faut vraiment monter quoi, pour aller dans le verger. Presque 50 cm. Hein. Donc en fait, là on profite de cette transition vers un verger un peu plus en permaculture pour améliorer la qualité du sol, pour le nourrir, parce que c'était un sol qui n'avait pas été et qui n'avait pas eu beaucoup d'apport en fait depuis de nombreuses années. Donc il y a plusieurs choses dans ce qu'on a mis. Il y a du broyat, donc du broyat, du bois de Vincennes qu'on a récupéré de quand les arbres ont été taillés, qui a été broyé en fait en petits morceaux et qu'on étale ensuite dans une bonne couche pour apporter de la matière au sol. Et puis on a mis aussi du fumier de compost pour apporter aussi ces matières-là au sol. Donc voilà pour le verger de la ferme. Maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet, donc la guilde en permaculture. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une guilde en permaculture? Donc le mot guilde, ça désigne une confrérie. C'est en fait une sorte d'association mutuelle créée par les humains. Nous, on va la créer en permaculture, on va essayer de créer un écosystème coopératif où les espèces et les plantes, elles vont s'entraider entre elles. C'est-à-dire que c'est basé sur des plantes, on va faire des associations de plantes, mais le but final, c'est que ça intègre aussi des insectes, des oiseaux, des micro-organismes, pour que ça fonctionne en fait comme si c'était dans la nature et qu'on n'y avait pas touché. Mais c'est vraiment créé par nous pour imiter ces écosystèmes naturels.
Donc il y a une guilde qui est très connue, mais qui est une guilde potagère. Donc encore une fois, à vos claviers, je vous laisse me dire quels sont les 3 légumes qui composent la guilde potagère des 3 sœurs. C'est son nom, c'est la plus connue, donc voilà, je vous laisse deviner. Donc, ce sont les légumes qu'on plante ensemble, voilà. Parce qu'ils sont ensemble. Voilà, qui vont être très productifs et qui vont s'entraider. En fait, on parle souvent au potager de quelque chose qui se rapproche de la guilde, c'est les associations. Je pense que vous avez déjà entendu parler, souvent on dit qu'il faut planter du basilic au pied des tomates. Une guilde, ça va être beaucoup plus complet, il y a beaucoup plus de plantes qui sont dedans, et c'est pas seulement 2 plantes qu'on va associer. Alors j'ai l'atelier carbone qui me propose maïs, haricots, courges. C'est ça. Bravo. Maïs, haricots, courges. Maïs, haricots, courges. En fait, le maïs en grimpant, c'est une plante qui monte très haut. Elle va servir de treillis pour les haricots, pour qu'ils puissent bien se développer, parce que les haricots montent également. En fait, ça va servir de tuteur pour le haricot. Le haricot, c'est une plante qui va très bien récupérer l'azote et qui va en fait le transformer en substance assimilable pour le maïs et pour les courges. Donc ça va les aider aussi, elles, à grandir. Et puis la courge, en fait, va créer un écosystème sur le sol qui va être propice à la croissance, parce que c'est une plante qui s'étend beaucoup, qui prend beaucoup de place et qui du coup couvre le sol, donc permet d'éviter les adventices. Donc les adventices, c'est les mauvaises herbes, et qui garde un sol humide, on n'a pas besoin de beaucoup arroser. Donc voilà, ces 3 plantes, en fait, elles s'entraident. Ça fait une guilde qu'on appelle la guilde des 3 sœurs, et qui permet d'avoir des meilleurs rendements au final que si on avait planté des courges toutes seules ou des haricots tout seuls. Voilà, donc au niveau du verger, on considère que les guildes, elles se font sur des strates. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord la strate herbacée, donc sur le sol. On y met des plantes qui sont bioaccumulatrices, donc c'est-à-dire qu'elles vont récupérer les bons éléments du sol, comme le zinc, le magnésium. Et en fait, elles vont transformer ces oligo-éléments en substances assimilables pour ce qu'il y a autour d'elles. On peut citer par exemple les fraisiers, la consoude, la goji. Ça, c'est des plantes de la strate herbacée. Et on peut mettre aussi des aliacées, comme la ciboulette, l'ail des ours. Ça va être très bien aussi pour la strate herbacée. Ensuite, on a une strate buissonnante. Donc c'est celle qu'on a plantée, nous, cet hiver. On voit quelques buissons qui commencent à pousser ici et là. Là, on en a un, voilà, ici aussi. Donc dans la strate buissonnante, on va préférer soit des arbustes fruitiers, groseilliers, cassis, ce genre de choses. Et puis aussi des plantes aromatiques mellifères qui font des buissons, comme le thym, le romarin, toutes ces plantes-là qui vont permettre d'attirer, un mellifère, c'est qui attire les abeilles par exemple. Donc ça va être propice pour la biodiversité sur le verger. Et puis enfin, la strate la plus haute. Donc là, on a eu la strate herbacée, la strate buissonnante et la strate de l'arbre, donc de l'arbre fruitier, où là, on va planter des arbres fruitiers de plus ou moins haute tige, donc plus ou moins haut, qui vont, eux, apporter du couvert, mais laisser passer pour certains le soleil, donc qui vont apporter un écosystème en fait propice au développement des autres plantes. Du coup, moi je vais vous montrer 2 guildes qu'on a commencé à mettre en place au verger. Donc nous, on est au début de cette transition permacole, tout n'a pas encore été planté, mais ça va vous permettre de vous faire une idée déjà de ce qu'on peut faire. Donc on va commencer avec la guilde du pommier, juste ici. Donc cet arbre-là, c'est un pommier, on voit sur le plan. C'est celui-ci. Et du coup, pour l'instant, on a planté, donc, comme je vous disais, au mois de décembre, janvier, les arbustes. Donc on a planté un cassissier, qui est ici. Et ici, on a planté 2 goyaviers. Donc c'est des arbustes de fruits rouges qui vont former un peu une couronne autour de l'arbre. Et qui le protéger, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Et qui ont des propriétés particulières qui vont permettre soit de fixer l'azote, soit d'attirer les insectes, tel ou tel insecte, de protéger les ravageurs. Sachant que là, on a une guilde construite sur 3 strates. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez développer des guildes beaucoup plus complètes avec des plantes de paillage, des plantes pour fixer l'azote, des plantes pour attirer tel ou tel insecte, pour lutter contre telle maladie. C'est vraiment une base à partir de laquelle vous pouvez créer. Le but étant d'avoir quelque chose de plus complet et voilà, qui vous permette aussi d'avoir moins de travail, parce que la guilde, ça permet aussi de limiter le travail du jardinier en fait. Si on a des plantes qui couvrent très bien le sol,
Ça nous évite d'avoir à désherber, ça garde au frais, donc on a moins besoin d'arroser. Donc c'est aussi bénéfique pour nous. Voilà, on gagne en efficacité, en Voilà. productivité, tout en respectant La nature et le sol. Et puis on peut aller voir aussi la guilde du noyer. Donc on va traverser le verger en faisant attention aux plantations. Parce qu'il y en a pas mal et on ne les voit pas forcément sans eux. Bah, avec la couche de paillage, c'est vrai La couche que... de paillage, le manque de feuilles. Donc je vois qu'à chaque fois, il y a 4 plantes autour d'un arbre fruitier. C'est pour faire un cercle en fait. On considère que les guildes, elles sont vraiment... donc il y a l'arbre, il y a nous, la strate buissonnante qui fait un cercle autour. Et puis la strate herbacée qu'on rajoutera ensuite, mais qui pour l'instant n'est pas encore plantée. Alors le noyer est là-bas. Merci à l'atelier carbone pour le conseil. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a déjà quelques petits bulbes qui sortent de terre. Eh oui. Donc ça, c'est aussi la strate herbacée. Ça permet de limiter l'apparition de gazon et de mauvaises herbes, d'adventices potentiellement. Donc on a des petits bulbes qu'on voit qui commencent à sortir. On va essayer de ne pas les écraser. Voilà, donc ici c'est un noyer. Le noyer, il a très mauvaise réputation en général dans les jardins parce qu'il produit une substance réputée potentiellement toxique qui s'appelle la juglone. Donc c'est pas du tout toxique pour nous, mais ça peut être toxique pour d'autres plantes en fait qui vont pas supporter la proximité avec le noyer. Donc on peut planter par exemple du mycocoulier, qui est une plante qui a un peu les mêmes propriétés que le noyer et qui du coup va pas être affectée par la juglone. Nous on a choisi de planter des groseilliers. Donc en fait, encore une fois en cercle, vous voyez sur le plan, en cercle des groseilliers autour du noyer. Et là on les voit bien, les 5 derrière, ici, ici. Et puis là-bas, les 5 groseilliers en fait, qui entourent vraiment le noyer. Ah oui, exactement. Les groseilliers, ils aiment bien la proximité du noyer en fait, parce qu'ils aiment bien qu'il n'y ait pas de plantes concurrentes autour d'elles. Donc comme on l'a dit, le noyer, il élimine un peu la concurrence, donc ce que le groseillier apprécie. Et puis il aime bien avoir un peu d'ombre et un peu de soleil. Et en fait, le noyer est un arbre qui permet ça, en apportant une couverture, mais qui n'est pas trop étendue. Donc ça permet quand même au groseillier de bien se développer à cet endroit-là. Et puis, on a, en fait, dans un verger en guilde, on a donc la guilde du noyer, la guilde du pommier, la guilde du poirier. Mais si on veut un verger véritablement en guilde, il faut relier ces guildes entre elles. En fait, faire des passages pour que la guilde du pommier et la guilde du noyer se rejoignent et qu'on ait en fait une sorte de super guilde sur tout notre verger. Et donc là, on voit, il y a 3 arbres, ici, ici et ici, qui font un arc de cercle autour du noyer. Et donc c'est des arbres de Judée, celui-ci, et puis les autres qui sont là. Et ça c'est une plante, un arbre fixateur d'azote. Donc c'est des arbres qui sont particulièrement appropriés pour se faire rejoindre les guildes. Ça va permettre de ramener de l'azote dans le sol et d'en faire profiter en fait toutes les autres plantes aux alentours. Le goyavier peut pousser et fleurir en France en fait. Oui. On nous demandait qu'est-ce que c'était comme bulbe. Est-ce qu'on sait... Alors moi je sais pas ce que c'est les bulbes qui ont été plantés ici. J'étais pas là au moment de la plantation. Oui, parce que ça se plante à l'automne. Mais on vous invite à revenir dans les prochains mois pour voir à notre réouverture. Régulièrement et on fera un passage par ici pour voir ce magnifique verger en fleurs déjà prochainement. Alors si vous voulez faire un début de guilde chez vous, c'est possible. Vous pouvez faire par exemple, si vous avez un bac sur votre terrasse, vous pouvez faire un début de guilde avec un arbre et une strate herbacée par exemple, en conjuguant ces 2 strates-là. N'hésitez pas à tenter des choses, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des informations sur les guildes qui vont marcher sur internet, dans les livres de permaculture, mais vous pouvez aussi tenter, essayer des associations qui vont peut-être marcher. Il y a peu de risques que ça ne marche pas du tout et que les plantes meurent, parce que même dans un jardin classique, on ne réfléchit pas forcément en mode permaculture. C'est vraiment rare que les arbres ils périclitent, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter des choses. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de choisir des variétés franciliennes qui vont être particulièrement adaptées au climat, au sol local, parce que c'est des espèces indigènes. Donc pour les pommes, on peut citer la Faro, la Marie-Madeleine, la Vérité, qui sont des variétés franciliennes, de Seine-et-Marne plus précisément, mais qui vont bien pousser sur le territoire francilien. Pour la poire, il y a la poire de Groslet, donc du Val d'Oise,
qui pousse aussi très bien sur le territoire francilien. Et puis la quand même très connue cerise de Montmorency. Donc les cerisiers de Montmorency, c'est une bonne variété à planter aussi par ici. Et puis à Paris, vous pouvez profiter des vergers plantés dans les écoles. Donc il y a 142 écoles qui en bénéficient. N'hésitez pas à aller les voir. C'est aussi un moyen d'éduquer les enfants, de les sensibiliser à l'environnement. Et puis potentiellement de commencer à réfléchir sur ces guildes, sur ces associations de plantes qui peuvent être bénéfiques. Et vous avez aussi la possibilité avec la maison du jardinage d'obtenir des permis de végétaliser. Si vous avez un arbre par exemple dans votre rue et que vous vous dites pourquoi pas cultiver au pied une plante qui va être complémentaire pour faire un début de guilde, vous pouvez déposer à la maison du jardinage une demande de permis de végétaliser. Et voilà. Première chose, les bulbes, c'est des narcisses. Merci pour la réponse. On passe le bonjour à Sarah qui nous regarde du Gabon. Et je vous invite aussi à aller sur le site paris.fr, le permis de végétaliser, où vous trouverez toutes les infos concernant le permis et aussi un téléservice pour le demander sans forcément, surtout en cette période, d'être obligé de vous déplacer. Voilà. Et aussi une autre page, conseils pour des végétalisations. Vous aurez plein de conseils. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer, ça vous permettra de toucher aux joies de la permaculture et à commencer à réfléchir aux guildes du verger. Super. Écoutez, Caroline, merci beaucoup. De rien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, alors ce sera pour parler de la mare, donc un autre espace permacole sur la ferme. De l'écosystème de la mare. Oui. Nos collègues de la ferme de Paris vous ont donné un lien pour assister à une visioconférence en partenariat avec les Ateliers du Paris Durable demain. Oui. Après-demain, vendredi, ça sera sur la pêche durable et ça sera à 18h30. Voilà, pour savoir les poissons de saison et tout sur la pêche durable, les filières. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe à la ferme de Paris. Merci Caroline. De rien et puis à bientôt. Et bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.